Le vent du désert transportait l'odeur du sang et de la poudre brûlée bien avant que Daniel Reed n'aperçoive la charrette. C'était un vent sec et abrasif, celui qui descend des montagnes sangres de cristaux à la fin octobre, annonçant un hiver rigoureux. Il chevauchait son cheval, un solide buckskin nommé Sully, avec l'aisance d'un homme qui passait plus de temps en selle que sur ses propres pieds. Il ne cherchait pas les ennuis. Il vérifiait ses pièges, mais les ennuis étaient la principale récolte du territoire du Nouveau-Mexique. Il trouva l'épave dans un Naoigreco peu profond, à 10 miles du Santa Fe Trail. C'était une charrette de missionnaires, ou du moins elle l'avait été. Une roue était éclatée, la bâche en toile était brûlée et flottait dans le vent, et les mules étaient mortes, la gorge tranchée. 2 hommes étaient allongés non loin, habillés de noir, pâles, les yeux grands ouverts de surprise. Des bandits. Les Apaches auraient pris les mules. Daniel descendit de cheval, son fusil à la main, scrutant les rochers. Rien ne bougeait. L'attaque était terminée depuis des heures. Les bandits avaient été méthodiques, éventrant des sacs de farine et de haricots, emportant toute munition et alcool qu'ils pouvaient trouver. Il donna un coup de pied à un corps. Le prédicateur, il l'avait vu en ville une fois, criant sur la damnation et l'âme des païens. Un petit bruit mince déchira le vent, un grincement comme du fer sur la pierre. Il se dirigea vers l'arrière de la charrette, ses pas silencieux, et la vit. Elle était enchaînée à l'essieu arrière. La chaîne était lourde, destinée au bétail, et le bracelet de fer autour de sa cheville était brut et ensanglanté. Elle était jeune, peut-être 18 ou 19 ans. Elle portait les restes déchirés d'une robe en calicot, mais elle était raide de sang séché d'une entaille sur le front. À peine consciente, ses cheveux noirs collés de saleté, ses lèvres gercées. À la vue de son ombre, elle sursauta, un petit son de terreur pur résonnant dans sa poitrine. Elle tenta de reculer, mais la chaîne la retenait. Daniel s'arrêta et baissa son fusil. Il vit les marques sur son corps, les vieilles ecchymoses sur ses bras, la peur fraîche dans ses yeux. Le prédicateur ne l'avait pas protégée, il l'avait exploitée ou vendue. Les bandits l'avaient laissée, peut-être pour qu'elle meure. Daniel rangea son fusil et s'approcha lentement, main levée, paumes ouvertes. « Doucement, dit-il, la voix rauque, je ne te ferai pas de mal. » Elle le regarda, yeux profonds, examinant son manteau usé, sa barbe ombrant sa mâchoire, la tristesse qu'il portait comme une seconde peau. Il sortit sa gourde et lui montra l'eau, la posant juste à sa portée. Sa main trembla en s'en saisissant. Elle but, renversant la moitié, le corps tremblant de l'effort. Daniel s'agenouilla près de la chaîne, tenant le fichier pour la couper. Chaque grincement de métal la faisait sursauter. 20 minutes plus tard, le lien céda. La chaîne tomba. Elle resta immobile, fixant le maillon brisé comme incapable de comprendre la liberté retrouvée. « Peux-tu te lever » demanda-t-il. Elle ne répondit pas. Il tendit la main, elle se recroquevilla. « D'accord, soupira-t-il, je ne suis pas eux. » Il alla chercher du jerky et le posa près d'elle, hors de sa portée. Longtemps avant qu'elle ne se nourrisse. Puis, lentement, elle se leva, mince, fragile, mais droite, utilisant la roue brisée pour se soutenir. Daniel monta Sully et la fit asseoir devant lui sur la selle. Elle était rigide, tremblante, mais il la couvrit avec la couverture. « Tu es en sécurité » murmura-t-il au vent ou à lui-même. Pendant le trajet jusqu'à sa cabane isolée, elle ne fit aucun bruit. L'endroit était haut dans la vallée, à une journée de cheval de Santa Fe. La cabane était solide, avec une cheminée en pierre et un porche profond. À l'intérieur, il nettoya sa blessure, lui fit boire, et la nourrit d'un gruau de maïs mélangé à de la mélasse. Elle dormait difficilement, secouée par la fièvre et les cauchemars. Daniel resta à ses côtés, la veillant, lui parlant doucement. Quand elle se sentit mieux, il construisit pour elle une petite pièce sécurisée avec son propre accès, où elle pouvait manger et dormir en paix. Leur vie devint une routine silencieuse mais partagée. Elle l'aidait aux tâches, observait ses gestes, imitait ses travaux. Le vent du désert hurlait, la neige tombait, mais ils travaillaient ensemble, chacun apprenant l'autre. Petit à petit, la jeune fille émergea de sa peur. Elle commença à parler, ses mots brisés mais clairs. Un soir, elle toucha sa cicatrice sur la main, demandant « Pourquoi ton cœur dort-il seul ?» Daniel, frappé par la question, resta sans voix.
La solitude pesait toujours sur lui, mais pour la première fois depuis des années, quelqu'un avait partagé un fragment de sa vie. Le reste du temps, il continuait à réparer sa cabane, à survivre au froid et à veiller sur elle, apprenant que l'amour et la confiance se construisent avec patience et gestes plutôt qu'avec des mots. Concentré sur sa tâche, sur l'angle précis de la découpe, Daniel n'entendit pas Tienne entrer. Il réalisa sa présence uniquement lorsqu'elle parla, sa voix basse mais si proche qu'il sursauta, manquant de lâcher son lourd maillet. « Ta peau n'est pas comme la mienne », dit-elle simplement. Il se retourna, en équilibre précaire sur le tabouret. Tienne se tenait juste derrière lui, la tête légèrement inclinée, le regard intense et incroyablement analytique. Elle ne fixait pas son visage, mais son torse. Une chaleur lui monta au cou. Il n'était pas un homme pudique, mais ce regard-là était différent. Ce n'était ni de la timidité ni de la séduction, mais une curiosité profonde et scientifique, celle d'un étudiant examinant un sujet nouveau et complexe. « C'est juste du travail, c'est chaud », balbutia-t-il en attrapant sa chemise. Elle leva la main pour l'arrêter, un petit geste précis. « Non, je comprends », dit-elle en s'avançant d'un pas. Daniel se retrouva coincé sur le tabouret, sous la poutre, sous son examen minutieux. Elle observa la couleur de ses cheveux, la pâleur de sa peau, les muscles de ses bras lorsqu'il tenait ses outils. Ça bouge sous la peau. Tiens, ce n'est pas approprié, répondit-il, la voix tendue. Elle l'ignora, son regard parcourant ses épaules jusqu'à son abdomen, notant les cicatrices anciennes. De la guerre, ces lignes blanches qui traversaient ses côtes. Puis elle posa sa question innocente, « Est-ce pour ça que les femmes veulent des enfants ?» Il resta silencieux, interdit. « Quoi ?» Le torse, expliqua-t-elle en désignant son corps du menton. « Il est fort. Elles le voient et veulent un enfant fort pour être en sécurité. C'est pour ça. » Il éclata d'un rire nerveux, court et sec, et descendit du tabouret pour enfiler sa chemise. « Non, ce n'est pas ça. Les enfants, ce n'est pas juste à cause de la force. C'est plus compliqué. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle. « C'est ainsi. C'est une question de famille, d'amour, je suppose. » Elle répéta le mot, comme si elle le goûtait pour la première fois. « L'amour est parfois une force, » ajouta-t-il, retournant à son travail sous le faisceau de lumière. Elle resta assise sur le sol, le regardant travailler pendant 1 heure, son questionnement éveillant en lui quelque chose d'inédit, la simplicité d'une vérité brute. Au fil des jours, leur relation changea subtilement. Lorsqu'ils réparaient une clôture, le froid faisait fumer leur souffle. Ses mains calleuses contrastaient avec celles de Tienne, mais elle nota leur capacité à manier la hache ou le fusil, et demanda si elle pouvait tenir quelque chose de fragile, comme un oiseau. « Je suppose, » répondit-il. Plus tard, pendant le dîner au coin du feu, elle demanda « Pourquoi ne chantes-tu pas ?» Il expliqua que, dans sa tribu, on chante dans la fierté ou la tristesse, mais lui n'avait rien à chanter. « Tu as cette maison, le cheval et moi », ajouta-t-elle innocemment. Il resta silencieux, conscient de la tension dans le petit cabanon. Peu à peu, elle occupa son esprit, ses pensées se détournant de souvenirs anciens pour se concentrer sur Tienne, et Daniel lutta contre ce qu'il ressentait, conscient de la différence d'âge et de la fragilité de sa position de protecteur. Le printemps arriva enfin, et avec lui le besoin d'une vraie toilette dans le ruisseau glacé. Daniel se dévêtit pour se laver, mais trouva Tienne au bord de l'eau, calmement assise, tenant sa serviette. Il tenta de l'éloigner, mais elle resta là, silencieuse, l'observant. Il termina son bain, tremblant de froid et de colère, conscient de la curiosité directe et honnête de la jeune femme, qui touchait même ses cicatrices, non pas par désir, mais par une forme de respect et d'admiration pour sa survie. Il la repoussa fermement, conscient de protéger ses limites. La nuit suivante, la tempête éclata. Tonnerre et pluie frappaient le cabanon avec violence. Tienne, terrorisée, se réfugia contre lui. Daniel la prit dans ses bras, la réconfortant comme un enfant, malgré ses propres douleurs. Il lui expliqua doucement que la chaleur entre un homme et une femme devait être choisie, volontaire et fondée sur la confiance, non sur la peur ou la gratitude. Tienne écouta, silencieuse, comprenant peu à peu. Le lendemain matin, elle était calme, accomplissant ses tâches avec méthode et portant une coiffure symbolique de femme mariée, un geste silencieux mais puissant marquant un nouveau départ dans leur relation. Lorsque Daniel se rendit à Santa Fe pour se procurer des provisions, des rumeurs circulèrent sur Tienne. Dans un magasin, il fut confronté à des hommes hostiles. Il se défendit avec force, mais sans excès,
et leur fit comprendre qu'elle était sous sa protection. De retour au ranch, il trouva Tien attentive, soignant ses blessures avec douceur et précision. Pour la première fois, il comprit qu'il n'était pas seulement un protecteur, mais quelqu'un de digne de confiance. Leur lien se renforça dans le quotidien. Ils travaillaient ensemble, chassaient et réparaient la ferme, partageant un silence réconfortant et une présence mutuelle. Daniel apprit à ressentir la chaleur humaine après des années de solitude, et Tien, elle, trouva un refuge sûr et respecté. Il lui prit les bras comme si elle était la seule chose solide qui restait au monde. Quand ses sanglots s'apaisèrent enfin, elle tremblait du froid et du choc, il ne pouvait pas la laisser ainsi. Il la souleva, légère comme un enfant, et la porta de la petite chambre froide jusqu'à la cabine principale, près de sa couchette. Il la coucha et tira les lourdes couvertures de laine sur elle, puis commença à aller chercher sa propre couverture pour dormir sur le sol. Ses mains se jetèrent et attrapèrent son poignet d'une poigne de fer. « Ne pars pas », murmura-t-elle d'une voix rauque. « Je resterai ici, par terre. » Elle le retint. « Tiens-moi. Tiens-moi comme si j'étais à toi. » Son visage était pâle à la lumière de la lune, strié de larmes. Une des tresses complexes qui marquait son statut d'épouse s'était défait sur un côté. Elle ne demandait ni chaleur ni passion, elle demandait que la promesse qu'il avait faite en ville devienne réelle, contienne pour elle la sécurité que son corps représentait. Il hésita, c'était la ligne qu'il avait juré de ne pas franchir. Mais le souvenir de ses cris et la vision de son tremblement firent céder sa résolution. Il se glissa dans la couchette, dos contre elle, et la serra contre lui, l'enveloppant de ses bras. « Je suis là, dit-il. Dors. Je te protège. » Elle pressa son visage contre son dos, son petit corps s'ajusta à lui, ses doigts se liant sur son estomac. Dans l'obscurité, la frontière entre protecteur et possession, entre consolation et péché, s'effaça sans bruit. Il ne sut pas quand il s'endormit, mais l'aube le trouva encore enlacé à elle. Elle dormait sans peur pour la première fois depuis qu'il la connaissait. Lorsqu'il la réveilla doucement, une gêne s'installa entre eux. Elle évita son regard, rougit, alla se rhabiller et refaire ses tresses. Lorsqu'elle reparut, elle était calme et quelque chose de neuf avait remplacé le cauchemar. Quelques jours plus tard, il rentra du corral et s'arrêta dans l'encadrement de la porte. La cabine était plus propre, ses quelques livres empilés et elle se tenait là, pieds nus au moulin à pierre, portant l'une de ses chemises en flanelle trop grande, manches retroussées, fredonnant un air bas et sans mélodie, visage éclairé d'un petit sourire calme. Il l'avait vue curieuse, terrorisée, en colère, mais jamais véritablement heureuse. Ce sourire lent illumina ses yeux et le stupéfia. C'était la vision d'une vie domestique qu'il avait ensevelie 5 ans plus tôt. Il tendit la main et toucha sa tresse, elle se laissa faire. Le désir qu'ils avaient contenu devint soudain insupportable. Lorsqu'elle demanda, timide et fragile, s'il pouvait essayer d'avoir un enfant, il se figea puis, saisissant l'ampleur de la demande, sentit le monde basculer. Elle ne demandait pas le sexe pour lui-même, mais une vie, une famille, un avenir. Il pensa à sa promesse et aux dangers extérieurs, mais sa certitude le calma. « Tu es sûr ?» demanda-t-il. Elle posa la main sur sa joue meurtrie et souffla oui. Leur première fois fut maladroite et gênée, son corps endurci par 5 années de solitude, sa connaissance née de la violence, mais aussi tendre, une révélation qui apaisa de vieilles blessures. Après, ils restèrent enlacés, la lumière de l'après-midi filtrant par la fenêtre poussiéreuse, il avait franchi une lignée. Enfreint toutes les règles, mais elle dormit contre sa poitrine avec la paix de quelqu'un enfin en sécurité. La vie prit un nouveau rythme. Le café du matin, il lui apprit à lire avec un manuel taché d'eau, sa soif d'apprendre, les petites joies qu'elle apportait à la cabine. Elle partagea ses chansons et, parfois, un rire éclatait, pur et simple, qui le surprenait par son heureuse spontanéité. Pourtant, la culpabilité pour sa femme perdue demeurait une douleur d'affection fidèle à un fantôme et il sut qu'il devait réconcilier le passé. Il la conduisit à la tombe sur la crête, sous le plus grand pinon, et lui raconta l'histoire de la femme qu'il avait enterrée 5 ans plus tôt. Tien déposa un simple collier de coquillages gravé sur le monticule comme bénédiction silencieuse, et il se sentit alors autorisé à vivre à nouveau. L'été s'approfondit, le maïs monta haut, leur intimité devint une évidence accordée. Puis de subtils changements apparurent. Appétit modifié, fatigue, aversion pour la viande fumée. Une nuit, elle raconta qu'un cerf l'avait suivie dans un rêve au lieu de fuir et la réalité s'imposa. Ses règles n'étaient pas revenues. Quelques mois après la tempête et la nuit où elle avait porté sa chemise, ils comptèrent les jours et comprirent, elle portait son enfant. La joie et la terreur se mêlèrent, une famille et la peur d'un monde qui rejetterait cet enfant métis. Il devait être prudent. Il partit en ville chercher des provisions le cœur lourd,
mais pendant son absence le révérend Pike apparut, affirmant être responsable d'elle comme pupille de la mission et brandissant des documents qui réclamaient son retour. Les paroles en ville se muèrent en menaces, des hommes prêts à la reprendre se rassemblèrent. Daniel, paniqué à l'idée de la perdre, prépara la fuite, mais elle refusa d'être volée une nouvelle fois. « C'est notre endroit maintenant », déclara-t-elle, posant la main sur son ventre avec une résolution qui le surprit. Ils préparèrent la terre et l'approche plutôt que de barricader la cabine. Il lui montra comment recharger le pistolet et où se réfugier si l'ennemi venait. Quand des hommes surgirent par la crête nord, Clay Hackett, Jeb Smith et le révérend, elle tira un coup en l'air, puis s'enfuit dans les fourrés. Lors d'un affrontement, elle parvint à blesser Hackett et à disparaître dans le maquis. Daniel, entendant la détonation, se glissa parmi les arbres et la trouva acculée sur une corniche. Quand le drifter tenta de monter, il tira 2 fois, 2 hommes tombèrent. L'écho roula dans le canyon. Pike le traita de meurtrier, mais Daniel, impassible, tint son arme levée et déclara qu'il ne laisserait plus personne la lui reprendre. Les sabots martelaient le sentier. « Ne tire pas, Reed, au nom de la loi », ordonna le shérif Brody en arrivant, son cheval s'arrêtant net. Il était accompagné de 2 adjoints, venus après avoir entendu les coups de feu. En un regard, Brody prit la scène. 2 hommes morts, Pike pâle et tremblant, Hackett boitant, le visage ensanglanté, et Daniel, le fusil en main, les yeux fixés sur le prêcheur. « Reed, pose ton fusil », commanda Brody. Daniel resta immobile. Il s'avançait pour la protéger. Tien descendit alors de la falaise, pieds nus, robe déchirée, cheveux en désordre, le sang de Hackett sur le bras, tremblante mais droite. Pike pâlit, ne s'attendant pas à ce qu'elle parle. Face au shérif, sa voix, claire et précise, remplaça l'anglais hésitant, le révérend Pikement. Elle expliqua qu'il l'avait acheté, enchaîné à son chariot pendant 1 mois, qu'il disait agir selon la volonté de Dieu. Pike balbutia, niant tout. Tien répliqua, c'est un esclavagiste. Ces hommes voulaient me voler, Daniel m'a sauvé. Je ne suis pas votre pupille. Je suis libre et l'épouse de cet homme. Le canyon retint son souffle. Brody, regardant Pike, comprit que le prêcheur n'avait plus d'autorité. Les adjoints, qui voyaient Daniel comme un meurtrier, regardaient maintenant Pike avec dégoût. « Épouse ?» demanda Brody. « Oui, elle est ma femme », confirma Daniel. Brody hocha la tête et arrêta Pike pour enlèvement et esclavage, ces hommes ayant tenté de commettre un crime et trouvé la mort. Daniel baissa enfin son fusil, expliquant que c'était de la légitime défense. Il prit Tien, épuisée et tremblante, dans ses bras, la ramenant à la cabane. Là, il la consola, nettoya les blessures, assura sa sécurité et celle de leur futur enfant. Le printemps arriva, la grossesse de Tien devint évidente. Daniel agrandit la cabane, construisit une nouvelle pièce pour l'enfant, sculpta un berceau et des jouets. Tien lui apprit les chants de son peuple, et ensemble, ils préparèrent l'arrivée du bébé. Lors de l'accouchement, Daniel la soutint, guidé par ses souvenirs et son instinct protecteur. Leur fille, Nantani, naquit en bonne santé, un mélange de leurs 2 mondes. Les jours suivants, ils vécurent en paix, profitant de chaque instant ensemble. Tien apprit à Daniel la culture de son peuple, et ils vécurent dans l'harmonie avec leur enfant, construisant une famille solide. L'histoire se termine sur un moment de sérénité. Assis sous le grand peuplier près du ruisseau, ils contemplent leur fille endormie et savourent la vie qu'ils ont bâtie ensemble. Estranho não ter liberado a receita. Mas achei bem nerd o que você falou. Mas faz sentido. É Ela meio fica embaixo nerd do... mesmo, mas quando essas porra não estão escritas em nerd, né? Uhum. Tá faltando o quê? Não sei, mas ela fica embaixo da bolinha, filha, da bolinha azul. Sabe a bolinha azul que tá ali? O block folder, flodder. Fica embaixo ali. Será que se a gente fizer ela, libera? A gente pode tentar fazer, né? Ai, pai amado. Lindo você lendo um livro que deve estar te dementando e eu aqui tentando desvendar o pastel do porquê que ele tá bugado. Nossa, não, eu tô não só tentando desvendar esse livro, eu tô fazendo uma pesquisa física aqui pra entender fisicamente qual é a possibilidade, quais são as formas de estabilizar a Rubrânia. Estabilizar a Rubrânia?
Porque o gás vai deixar ela nesse estado de agitação que ela continua existindo, ela continua ali, só que ela vai ficar fodida. Ela fica meio que inutilizada. Ela fica inutilizada. Então isso vai deixar ela frágil, né? Então será que isso não é um plano justamente dos Macedos? Esse é o plano dele desde o princípio? Afasta um pouquinho, só pra você não pegar o achievement e bugar Uhum. um pouco mais.